Dans la nature, il n'y a pas de maladie. Il y a des états de non-santé. Soit vous êtes en pleine santé, soit vous êtes dans un état où votre adaptation est en baisse. À vous, finalement, de travailler sur cet environnement pour réaugmenter votre adaptation. L'hormèse, du coup, fait partie des voies directes qui nous permet d'amener finalement une approche d'antifragilité propre à cette lutte contre la maladie. Étudier la sémiologie, c'est ce qui permet en fait de savoir renvoyer chez un confrère, c'est-à-dire de se connaître ses limites. C'est-à-dire là, monsieur, madame, vous venez me voir parce que je suis naturo et vous voulez me demander des conseils, mais par rapport à ce que je vois de vos symptômes, c'est pas de mon ressort. Donc je vais vous envoyer chez mon ami médecin, chirurgien, psychologue, etc. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Pierre. Pierre, on ne doit pas le présenter pour tous ceux qui ont fait des études dans le domaine aussi bien de la naturopathie que du sport. Pierre, c'est Virisme TV. Pierre, c'est l'antifragilité. Pierre, c'est le mec qui m'a fumé ce matin là. Voilà. Salut Pierre. Salut François, ouais, ce que tu as dit à la fin, c'est sans doute le plus important. Grand plaisir d'être là. Petit détail, je m'attendais pas à ça, mais il m'a fumé à la salle. Vraiment. Un cardio et tout. En fait, quand vous le voyez en vidéo, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il rend 10 kilos en plus en réel que par rapport aux vidéos. Tu sais parler à un homme. Droit au cœur. Mais ouais, on s'est éclaté, on s'est vraiment bien amusé. Et comme on disait en off, là, c'est vraiment la bonne manière de faire pour se rencontrer, en fait. Il n'y a plus d'apparat, il n'y a plus de masque dans l'effort. C'est ce que j'aime énormément. Et sans doute que les sports de combat, c'est au-dessus. Hein. C'est vrai que quand tu fais un sparring ou quand tu mets des gants avec quelqu'un sur un ring de boxe, tout d'un coup, tu peux plus te cacher. Et tu vois vraiment ouais, derrière les apparences qui est en face de toi. Mais la pesanteur, la fonte, ça ment pas en fait. Ça met tout le monde d'accord et tout le monde sur la même ligne de départ. C'est ça. Et toi, en fait, Pierre, tu as apporté un message qui est complètement novateur. Pas novateur, tu as remis au goût du jour en fait quelque chose qui est extrêmement pertinent et important, que ce soit pour les sports, la réathlétisation ou le domaine de la santé, la naturopathie. Donc ça s'adresse vraiment à un large spectre. C'est l'hormèse. Voilà. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est important de le rappeler que j'invente rien. J'invente rien. On a parlé beaucoup ce matin, tous les deux, des Grecs, des Romains, des anciens, de l'héritage occidental que l'on a. C'était au cœur de la conférence que j'ai faite au Congrès du potentiel humain, au Pont du Gard, là, dernièrement, de repartir de Parménide, d'Héraclite, à quel point c'est un bagage et un héritage philosophique qui était très englobant, qui était très holistique, pour utiliser un terme qui nous est cher, et qui séparait pas le corps et l'esprit. Certes, la pensée duelle est née chez eux, mais eux, ils s'entraînaient toujours. Les philosophes passaient par la lutte, passaient par le renforcement du corps, passaient par le ludus, passaient par un dojo, passaient par un lieu sacré où on rendait hommage au temple, rendait hommage au corps. L'hormèse, cette voie naturelle du renforcement, cette explication au niveau que ce soit biologique ou bien à plus large spectre avec l'antifragilité de Taleb, c'est le vivant en fait. Il n'y a pas un endroit où c'est l'homéostasie, c'est le vivant, et puis après il y a un autre endroit, un next step qui serait l'hormèse. Non, on parle de la même chose en fait. Juste on étudie comment le processus, que ce soit le système nerveux, hormonal, que ce soit le système neuromusculaire, peu importe, ou bien nous, au niveau émotionnel, peut se renforcer, peut évoluer vers une dynamique plus résiliente, qui est plus apte à avoir un choc, etc. Donc ouais, j'ai essayé de populariser ça. Je préfère beaucoup plus le terme de pédagogie que de vulgarisation. J'essaie jamais de prendre le public pour un crétin, qu'il faudrait niveler par le bas la transmission, mais accompagné d'un tableau blanc, ou peu importe la forme que ça prend, essayer d'avoir vraiment une pédagogie pour donner de la profondeur. Pas rester en surface des choses, mais donner de la profondeur directement pour que la personne puisse penser à agir par elle-même. Et l'hormèse, ça remet la responsabilité de la personne. C'est-à-dire, tu penses avoir une vue du vivant, mais en fait, c'est très statique, ta vue du vivant, là. C'est très arrêté. C'est comme les livres d'anatomie où on a des écorchés et on étudie le corps humain à partir des cadavres. Pour étudier le vivant à partir des cadavres, on voit bien que déjà, on fait fausse route, quoi. On est dans un mouvement constant. La biologie, c'est quelque chose, c'est un verbe, comme dirait Huberman. C'est pas un nom, c'est un verbe. Donc, c'est une dynamique. Et bien, dans cette dynamique, tu es en sans cesse adaptation. Donc, c'est de ta responsabilité, finalement, de pouvoir changer les choses. Tu peux toujours changer les choses, il n'y a pas de fatalité. Donc, voilà, c'est aussi un vent d'espoir, l'hormèse. D'ailleurs, j'aime bien qu'on redéfinisse les termes, histoire que les gens qui vont nous écouter puissent savoir un petit peu le fil conducteur d'aujourd'hui. Est-ce que tu as une définition à toi de l'hormèse ? Ouais, alors avant de donner la mienne,
dire d'où ça vient. Donc Hugo Schultz, donc toxicologue allemand, qui estampille ce terme-là et qui, à partir donc de son étude des levures, donc sur des petits champignons, il mettait des doses de poison. Il s'est rendu compte que si il mettait beaucoup de poison, ça les tuait, mais une toute petite dose, ça les faisait proliférer. Donc il s'est dit, il y a quelque chose dans le vivant qui, si on le stimule, permet la croissance, mais la stimulation trop haute, trop forte, va en fait le détruire. Donc nous, à notre échelle, et encore une fois, c'est à toutes les échelles, c'est-à-dire au niveau des mitochondries, comme au niveau individuel, comme au niveau du groupe, la volatilité, le fait que l'environnement soit hasardeux et qu'il nous arrive des épreuves dans la vie, et qu'il nous arrive des événements externes qui interagissent avec notre système, nous permet de nous renforcer. Si, et seulement si, nous survivons à cette épreuve. C'est ça aussi le truc. Taleb prend pour expliquer l'antifragilité, qui est son terme à lui de l'hormèse, qu'il élargit au-delà de la biologie. Il prend l'image de l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, tu lui coupes une tête, il y en a 2 qui repoussent. Donc c'est pas un truc qui est stagnant, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Mais Héraclès, pour terrasser l'hydre de Lerne, justement, il utilise le feu pour cautériser la plaie avant qu'il y ait la 2e tête qui repousse. Donc l'hydre se fait tuer, quoi. C'est comme ça qu'il la terrasse. Okay. Donc il faut survivre à l'épreuve. Si vous survivez à l'épreuve, ça c'est vraiment au niveau psychologique quelque chose qui peut nous faire dépasser le concept de trauma, qui est assez terrible. C'est-à-dire, et surtout la génération de nos parents. On est tous les deux de la même année, on est tous les deux nés en 1987. J'aime tendrement mon papa et ma maman, mais c'est vrai que cette génération-là, dans les propos, ont souvent, je trouve, tendance à dire « Ah, c'est terrible, cette personne-là, dans son enfance, elle a vécu tel drame, il s'est passé telle chose, etc. » sans penser que si elle est toujours là, le drame qui lui est arrivé dans l'enfance ou même l'épreuve qui est arrivée l'année dernière à cette personne, que ce soit la perte d'un proche, ou que ce soit une blessure physique, il y a quelque chose en elle qui a grandi, il y a eu un renforcement. Tu perds un proche jeune, ce qui m'est arrivé dans ma vie quand j'ai perdu mon papa, j'en parle souvent. Je sais très bien que c'était dur. Évidemment, c'était dur sur le moment. Et je sais très bien que ça a forgé tout l'homme que je suis maintenant. Et pour rien au monde, même avec un coup de baguette magique, j'annulerais sa mort. Et ah ouais, j'aimerais bien qu'il soit encore là. Évidemment, tous les jours, je pense que j'aimerais bien qu'il soit encore là. Mais si j'enlève ça dans ma vie, ça enlève toutes les capacités psychologiques, les pas de recul, les moments de sagesse, les moments de réalisation, de la considération même du fait qu'on est mortel. J'enlève tout ça, en fait. Toute cette croissance que j'ai eue grâce à cette épreuve. Donc l'hormèse, c'est aussi quelque chose qui nous permet de grandir au niveau philosophique. Ce que j'aime aussi sur l'hormèse, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure sur la route, c'est qu'il n'y a pas qu'une dimension masculine de la musculation, c'est le regard que portent la plupart des gens de l'extérieur. Oui. Mais il y a surtout une dimension, et c'est ce que Pierre Etchart nous amène surtout, de l'histoire de l'hormèse à passer par la toxicologie. Par exemple, le fait d'envoyer des phytonutriments qui vont amener une résistance hormétique à l'échelle cellulaire. On pense par exemple à toutes les plantes avec leur défense naturelle qui leur permettent de combattre des insectes, va permettre de nous renforcer. D'où l'alimentation crue et vivante, par exemple. Il va y avoir également la radiation. On parlait des radiations, les radiations cosmiques. C'est un terme qui fait peur comme ça, mais qui est officiellement reconnu et qui permet d'amener une certaine hormèse. Les gens qui travaillent sur des stations orbitales ou les gens qui travaillent dans les avions ont également un papier officiel avec un calcul théorique des radiations cosmiques qui, à petite échelle, est reconnu comme hormétique et à grosse échelle comme néfaste, comme à chaque fois. Voilà. Il y a d'autres dimensions, on a parlé de thermorégulation aussi, parce que nous sommes complètement décorrélés de cette thermorégulation en tant qu'être vivant, mais quand on regarde les dispatchs énergétiques des êtres vivants et en plein air, ça fait partie des choses les plus gourmandes en énergie et ils sont obligés d'avoir une certaine élasticité d'adaptation au niveau de la thermorégulation. Et c'est ce que tu revéhicules toi dans ton école avec du coup les bains froids, probablement le chaud aussi, vous devez le faire aussi. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs facettes et dans ton travail tu amènes tout le monde, c'est-à-dire que tu veux pas justement stigmatiser sur la muscu, tu amènes tout le monde, hommes, femmes, sédentaires ou non, à se poser la question du rôle de l'hormèse dans une stratégie santé. Exactement, c'est tout à fait vrai. Tout ce que tu viens de dire, c'est ne pas arrêter l'hormèse là où on l'arrête généralement, c'est-à-dire aux outils.
Évidemment, on va parler des bains froids, des bains chauds, du renforcement physique, des respirations, de l'apnée, de tout ce que tu veux. Évidemment, les 4 grands piliers avec le jeûne intermittent aussi. Mais il faut comprendre que l'hormèse, c'est le vivant. En fait, l'hormèse, c'est juste un upgrade de l'homéostasie qui va nous permettre de mieux, de changer de prisme de lunettes pour mieux comprendre le vivant. Mais on est très loin, t'imagines, le vivant. N'importe quel dogme est de toute façon lacunaire. De base, parce que c'est un dogme. Donc, ce qui nous dit est lacunaire, incomplet. Mais ce qui nous dit est intéressant toujours. Il nous permet d'aller voir plus loin. C'est la base du dogme. C'est-à-dire, ils sont intéressants si et seulement si on peut les dépasser. Ils nous servent comme un tremplin. Donc, l'hormèse, c'est un dogme qui nous permet de mieux appréhender la vie et le vivant, de mieux comprendre ces processus dynamiques. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas un truc très masculin, je vais me faire mal dans le bain froid, etc. C'est même pas le bain froid. Le bain froid, vous faites pas de l'hormèse, vous faites un bain froid. L'hormèse, c'est juste, est-ce que derrière ça, il y a eu une adaptation positive ? Vous avez amélioré votre renforcement, résilience par rapport au froid ? Ok, appelez ça donc de l'hormèse. Mais si vous avez juste fait un bain froid et que, en fait, c'était pas adapté pour vous, c'était trop froid, trop long, peu importe, et vous avez grelotté pendant 48 heures, il faut revoir la copie, quoi. Vous avez juste fait un bain froid. Donc, ça met en lumière ce que tu soulevais là, c'est-à-dire ce côté du développement personnel, de la naturo, qu'on peut nous critiquer, c'est-à-dire, c'est pas uniquement mettre les pieds dans l'herbe. C'est pas uniquement faire de l'introspection, de la méditation, écrire chaque matin, de la gratitude, etc. C'est pas uniquement le côté qu'on pourrait dire yin, énergie féminine, tout ce qu'on pourrait dire. On a tous en nous à la fois l'énergie masculine, à la fois l'énergie féminine. On a tous le côté yin et le côté yang. On est vraiment la bulle du yin et du yang, quoi. Donc, c'est-à-dire, même du côté blanc, il y a une tache noire, même du côté noir, il y a une tache blanche, etc. Et à partir du moment où vous arrêtez de cultiver un côté, vous allez avoir une contrebalance, vous allez avoir un déséquilibre, vous allez avoir un symptôme. Donc, quand on passe beaucoup de temps en introspection, beaucoup de temps dans l'interoception, vraiment à écouter ses propres ressentis, ce qui est une bonne chose, je l'entends bien, dans notre société moderne où c'est tout le temps les stimuli externes, tout le temps le smartphone, Instagram, puis le boulot, et puis les enfants, et puis l'argent à gagner à la fin du mois, ça fait du bien de faire une méditation, de faire du yoga, etc. C'est génial. Mais dans notre petit cosmos à nous, la microcosme de la naturo, il y en a qui se perdent là-dedans. C'est-à-dire c'est H24. Et qui provoque un autre truc, ça va être une forme d'angoisse par rapport au monde extérieur. Et donc, l'hormèse vient en contrebalancement de ça, dire mais vas-y, maintenant, viens, on va à la salle. Et on se fume ce matin. On se fume. Ouais, c'est clair. Mais tu te rappelles au congrès, les meufs, elles étaient incroyables. Ouais, je voyais les filles, mais c'était fou. Les tractions, les pompes. Et vraiment, tu voyais dans leur regard le feu. Là, j'ai envie de dégager mon énergie masculine. Tu vois, rien que d'y penser, j'ai les poils qui les hérissent parce que je voyais les filles, mais donner de la force aux mecs, tu vois. Moi, j'adorais, tu vois, ça. Et après, il va y avoir un moment où, avec Steph Gentis, un frère de cœur, on va faire tous une méditation. Donc, moi, j'ai été en paix avec moi-même quand j'ai accepté le jour où je suis un être pluriel. C'est ce que dit Frank Lobvé régulièrement. Un être pluriel. C'est-à-dire, j'ai toutes les facettes. J'ai des propos contradictoires. Et ça, pour moi, c'est une preuve d'intelligence d'accepter tout ça. Voilà. Comment rebondir là-dessus, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien aussi le fait que, par exemple, Pierre Etchard nous invite à prendre un petit peu de hauteur en tant que nous-mêmes et de voir un petit peu le rôle de l'hormèse, en fait, par rapport à l'évolution, par rapport à l'être vivant en règle générale. De toute façon, dès que vous avez une thématique comme sa santé, il est toujours très intéressant de sortir du cadre moi, perso, être humain, machin. Regardez, hormèse, homéostasie, deux faces d'une même pièce, finalement. À quoi ça sert ? Ça servit à une espèce à devenir plus fort, plus résilient, plus apte à survivre et à se reproduire et à croître. C'est-à-dire qu'on a finalement un outil propre à des millions d'années qui a permis des êtres vivants d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça sert à ça à la base, l'hormèse et l'homéostasie. Et vous, à l'échelle personnelle, votre échelle personnelle, vous êtes à une époque où l'adaptation n'existe plus. Vous avez un chauffage, vous thermorégulez plus, vous soulevez plus des trucs lourds, vous faites plus des concours d'apnée, vous mangez tout le temps, le frigo est tout le temps plein. Et en fait, c'est à vous, pour les générations futures, pour vous-même, par rapport à ce que vos ancêtres vous ont transmis en termes de patrimoine, de perdurer un minimum d'antifragilité, d'en avoir conscience. Si on arrive à
de notre vivant, tous les deux, à transmettre ce message-là, je pense que le job sera fait. Mais oui. C'est vraiment ça. Alors, je pense qu'on a la même démarche tous les deux, mais c'est ça le fond de notre message. La naturopathie, c'est vraiment, en anglais, ça veut dire la voie de la nature. Donc, comprendre les concepts du vivant, le naturopathe, pour moi, ce sera toujours un scientifique en pleine recherche. On sera, encore une fois, pour redire ce que je disais tout à l'heure, toujours lacunaire dans notre recherche, mais évidemment, la science, c'est le doute, c'est la recherche, c'est surtout pas de trouver. Les scientifiques, ils veulent pas trouver, parce que s'ils trouvent, ils sont finis, leur job. Les scientifiques, c'est la recherche. Donc, sans cesse, c'était mon propos dans la conférence du potentiel humain, le cercle n'est jamais fermé, il y a toujours une zone d'ombre. Et quand tu deviens bon dans un domaine, toi, tu m'as parlé de ta vie où tu as été à la fois dans l'aviation, à la fois dans plein d'autres domaines, maintenant dans la naturo, on se rend bien compte que plus on apprend, moins on sait. Enfin, plus on apprend, plus cette zone d'ombre, elle grandit. Un pratiquant d'arts martiaux, il va te dire, tu vois, même ceinture noire, même 4e dan, tu connais le karaté ? Non, le karaté, plus tu gagnes en expérience, plus tu as de l'humilité qui te dit, mais plus j'apprends, et Michel Bitbol, qui est un scientifique que j'aime énormément, utilise cette phrase, enfin cette allégorie, il dit notre connaissance s'inscrit comme un silence entouré. C'est-à-dire, ça s'inscrit autour d'un silence. Et plus tu apprends, moins tu sais. Et c'est comme ça que Socrate interprétait l'oracle de Delphes. C'est-à-dire, quand elle lui dit, vous êtes l'homme le plus intelligent de la planète, lui, il dit, mais non, je crois pas. Puis il repart, et il réfléchit, tu vois, il accepte pas qu'on lui dise ça, etc. Et en fait, il en vient à la conclusion que si, parce que justement, il a conscience de ce qu'il ne sait pas. Donc là, voilà, la voie de la nature, c'est ça. C'est cette naturopathie qui ne vient pas combler les choses avec des outils comme la phyto, comme des conseils, des compléments alimentaires, etc. C'est une voie d'humilité face à tout le mystère du vivant et qui essaye simplement pas d'inventer des règles, les règles, c'est ce qu'on s'applique à soi-même, mais de respecter les principes. Et les principes, c'est ce qui s'impose à nous. Donc, l'hormèse, ça s'impose. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix d'être en adaptation. C'est comme un joueur de poker. Vous n'avez pas le choix d'être tapis. Dès qu'on on est tapis. Ouais. On a tous les jetons sur la table. Il n'y a pas, je vais mettre un petit peu ça, puis je vais garder en réserve. C'est pas ça la stratégie du vivant. On est tapis, comme tu l'as très bien dit, pour l'évolution, pour perdurer dans le temps, pour essayer de survivre. Donc voilà, all in, comme dirait mon slim, on est all in. Donc cherchez pas, moi je veux tout. Dans la vie, je veux tout, je prends tout. Et tout me va. Everything Goes, c'était donc Paul Feyerabend que je citais aussi, qui était avec Thomas Kuhn pour les paradigmes et Karl Popper pour la réfutabilité. Paul Feyerabend, dans ce triptyque-là, c'est père fondateur de la pensée scientifique moderne. Et il disait, dans les découvertes scientifiques et les révolutions, everything goes. Tout va. Les gens qui vous mettent les bâtons dans les roues, les gens qui vous aident, en fait, prenez tout. Ne pensez pas qu'une révolution scientifique vient du fait qu'on a posé une théorie et on l'a prouvée. Et que tu vois, ça est tombé comme une évidence. En fait, c'est de la sérendipité. C'est des gens qui vous emmerdent. C'est des difficultés. Et tout d'un coup, il y a un truc qui émerge de nouveau et ça devient le nouveau paradigme. Donc, everything goes, tout va, les épreuves dans la vie, il ne faut pas les considérer comme négatives, elles sont là pour nous renforcer, si on les surmonte. Et le jugement qu'on va porter sur les épreuves importe énormément. Donc là, c'est des messages de simple, alors très simples, mais pas simplistes, de bon sens, comme on disait, conseil de grand-mère, comme on disait dans le taxi avant de venir. Le bon sens fait le bon sang, disait Pierre-Valentin Marchessault. Je reviens sur ce que tu disais. Effectivement, aujourd'hui, la plupart des praticiens de santé au sens large sont toujours dans une dynamique plus de santé, plus de phyto, plus de compléments alimentaires, plus de sommeil, plus de sport. Dans une dimension, finalement, où on est, depuis peut-être plus de 100 ans, à peu près conditionné par un mode de pensée qui n'existait pas avant. Je pense au Fordisme, ce côté plus, à vouloir amener plus de calories quantifiées et autres, alors que la démarche qui a toujours fait foi et qui est arrivée jusqu'aux Romains, aux stoïciens romains, c'est d'être plutôt dans une approche au plus près des besoins physiologiques et fondamentaux de l'homme. Et c'était une génération de Romains, du coup, qui passaient leur vie à la salle de lutte, faisaient des bains froids, se renforçaient, parce qu'ils avaient compris que dans la nature, il n'y a pas de maladie. Il y a des états de non-santé, entre guillemets. C'est-à-dire que soit vous êtes en pleine santé, soit vous êtes dans un état où votre adaptation glandulaire nerveuse est en baisse,
et que à vous finalement de travailler sur cet environnement pour réaugmenter votre adaptation. Un état de santé et non-santé. La maladie, état de construction humaine. Voilà. État de construction de pensée humaine. L'hormèse, du coup, fait partie des voies directes qui nous permettent à petite échelle, comme ça, suivant nos capacités, que vous ayez 60 ans ou 20 ans, d'amener finalement une approche d'antifragilité propre à cette lutte contre la maladie. Ouais. Donc, la naturopathie, les écoles de naturopathie devraient, en fait, les naturopathes, les praticiens de santé, s'engouffrer complètement dans cette logique de l'hormèse, l'homéostasie. C'est ça. C'est vrai que nous, on porte un regard parce qu'on connaît ce domaine-là, et pour critiquer un dogme, il faut bien le connaître. On ne peut pas se faire l'économie de la connaissance. Si tu veux critiquer un dogme, il faut vraiment l'étudier à fond, et c'est ce qu'on a fait tous les deux. Donc on se permet, en tant que praticien, naturopathe, peu importe, de le critiquer, même si on adore, évidemment. Et en effet, la limite peut-être moderne de ça, c'est que tu as des outils développés par Marchesso, entre autres, mais qui vont te parler de la respiration, du mouvement, de ce genre de choses. Moi, ce qui m'a été transmis dans l'école que j'ai faite, ça tenait sur, par exemple, la respiration, quelque chose d'aussi fondamental, ça tenait sur une feuille A4. Ouais. C'est-à-dire, bien respirer, c'est bon pour le système pulmonaire et cardiovasculaire, point barre. Le mouvement, je dis, mais quand même, le mouvement, quoi, la base de tout. Pareillement, feuille A4, bien bouger, c'est bon pour le cœur. Allez, hop, ciao. Maintenant, on va parler de la phytothérapie. Et là, on te fait un cours de 6 mois, tu vois. XXL, ouais. Donc, c'est là où nous, on a une carte à jouer. C'est-à-dire, c'est là où moi, je m'inscris en faux. C'est-à-dire, écoutez, ça c'est bien manger, c'est important. On est d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin de faire des centaines d'heures sur comment faire pousser des graines germées? Ou est-ce que d'abord, on va s'exercer, bouger, marcher, respirer vraiment, pour moi, la fondation, elle passe par là. La nutrition et tout ça, c'est évidemment important. La phyto, si vous voulez. Mais pour ça, c'est plus tard dans la pyramide, quoi. Ce qu'on a tendance à oublier, parce que on a en effet l'approche de l'allopathie verte un petit peu, et c'est normal, parce qu'on est les héritiers du XXe siècle, qui était très matérialiste, très réductionniste, très comme ça, où à un truc qui nous est désagréable, inconfortable, un symptôme qui sort, une douleur, etc., on veut une pilule magique. Sans s'interroger sur quelles étaient vraiment les causes premières dans mon environnement qui ont peut-être déclenché ce symptôme, cette douleur. Donc, on ne prend pas de responsabilité, et surtout, on ne fait pas le lien. C'est vrai que, encore une fois, pour dire grands-parents, parents, etc., de notre génération, qui sont nés dans les années 50 ou avant, ils ne faisaient pas le lien entre ce qu'ils mangeaient et ce qui se passait au niveau de la santé, quoi. C'est-à-dire, on pouvait manger n'importe quoi, et je ne voyais pas le lien entre le fait que je prenne du poids ou que j'ai des inflammations dans le corps. Ils connectaient pas les connect the dots, quoi. Ils connectaient pas les points. Bon. Mais nous, notre génération, et c'est là où moi j'ai un regard assez optimiste. Je sais que beaucoup de gens sont pessimistes par rapport au futur, mais je trouve qu'il y a des bons côtés, dont le fait que les générations, dont on fait partie aussi, mais celles qui viennent par la suite aussi, ont un gros filtre à bullshit. C'est-à-dire, tu leur dis un truc, et attends, ils ouvrent Google tout de suite, ils vont checker eux-mêmes. Déjà, moi, je trouve que ça, c'est un bon réflexe par rapport à nos parents qui prenaient le journal de 20h, et c'était vérité ultime. Et je les comprends, ils avaient que cette source-là d'infos. Donc, ils écoutaient religieusement, c'est dit à la télé. Alors, si c'est dit à la télé, j'écoute. Maintenant, ok, tu me dis ça, mais attends, laisse-moi checker. Et ça, c'est peut-être déjà une étape qui me rassure. Filtre à bullshit, tu vois. Ça ne garantit rien, ça garantit rien, mais au moins, il y a une petite vérification. Et toi qui es papa, peut-être que aussi tu as cet regard-là, parce que c'est la plus belle aventure de la vie. Moi, je suis encore un enfant. Toi, tu as vraiment passé à l'âge adulte. Tu grandis dès que tu es papa, c'est clair. Tu apprends à grandir. Ouais. Papa, c'est pouvoir déjà ne plus s'auto-centrer, mais de penser en termes de foyer. Oui. Papa, c'est se remettre en cause tout le temps. Et comme tu parlais tout à l'heure, les choses de la vie qui te percutent, avec un enfant, ça percute, quoi, un peu plus. Papa, c'est aussi prendre soin, parce qu'une fois, tu le disais dans une de tes émissions, que prendre soin de soi, c'est aussi offrir un cadeau aux autres, de devenir antifragile pour l'ensemble. Papa, c'est ça aussi. C'est-à-dire de planifier aussi ton sport, tes activités de récup, ton soleil, toutes tes activités qui vont te permettre d'être bancal et stable pour les gens de ta famille. Donc, tous les gens qui nous regardent, quand vous allez être papa ou maman,
pensez vraiment ce côté, pensez à vous, remettez du coup toujours de l'activité physique, gardez quand même une activité hormétique pour rester antifragile et éduquer votre enfant en fait vers cette voie-là, c'est clair. Ouais, incarner le message. Incarner le message. Je pense que, je trouve que ce que tu représentes, ce que tu incarnes, c'est-à-dire une nouvelle génération de... C'est pas parce que je deviens papa que je me laisse aller, quoi. C'est-à-dire, certes, tout d'un coup, il y a l'autre, c'est-à-dire mon enfant, je vais le protéger, etc. Mais je m'oublie pas dans l'équation. Dostoïevski, Dostoïevski, beaucoup de personnes disent que c'est la personne qui a le mieux compris l'être humain au monde. Ses propos dans Les Frères Karamazov ou dans tout ce qu'il a écrit, hein, c'est d'une limpidité, c'est incroyable. Et bref, il parlait justement de l'amour-propre. C'est-à-dire les gens qui ont cessé de s'aimer et de prendre soin d'eux, incapables d'aimer, ils ont été donc, de par cause et conséquence, quoi, incapables d'aimer autrui. Et donc, en étant incapables d'aimer autrui, ils se sont rapportés sur la colère, sur la peur, et donc c'est un cercle qui se nourrit lui-même, un cercle vicieux, une cascade qui fait que ça dégringole très vite dans une sorte de lutte dans la vie, dont l'auto-sabotage. Et donc, ne pas rentrer pas ça, et le garant de ne pas rentrer dans tout ça, c'est toujours se respecter soi-même. C'est-à-dire, comme on s'est entraîné ce matin, c'est pas parce que t'es papa que tu t'entraînes plus. Ah, et moi, tu me disais avec un grand sourire, je vais m'acheter un rack à squat. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le bonheur de l'enfant de se dire, je vais prendre soin de moi par l'effort, comme un enfant qui a un nouveau jouet. Ah, c'est Walt Disney. Mais voilà, c'est ça. Je dis tous les matins, quand je ferme l'ordinateur, j'ai fini mon travail, etc., et que je vais à la salle de sport, c'est comme si j'allais à Disneyland, quoi. Vraiment, je m'éclate toujours. Et je pense que quand je serai papa, ce sera pas la même. Ce sera exactement la même chose. Ça changera pas. Si ça change, si je me néglige, et je disais ça justement à ma chérie que j'embrasse, si je me néglige, mets-moi un frontal, j'ai dit. Mets-moi un coup de poing. Non, mais parce que ça veut dire que je te respecte plus non plus. C'est-à-dire, je prends plus le temps de prendre soin de moi, donc mon image n'a plus d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que je te néglige toi. Non, voilà, tu me mets un bon gros coup, quoi. Et donc, je négligerais, si j'avais un enfant, je négligerais aussi l'image que je lui renvoie. Donc, voilà. De toute façon, c'est bien connu dans les couples, quand il y a un couple qui bat de l'aile, il faut faire en sorte, avant de connecter comme ça à l'amour, de faire en sorte la personne avec qui vous vivez, qu'elle s'aime plus. De l'aider à s'aimer plus. C'est la meilleure voie, de toute façon, pour qu'on nous aime. C'est un peu de la manipulation, mais vous ferez du bien, entre guillemets. Ça. Non, bien sûr. Ça, c'est clair. Moi, j'aime bien en fait la notion d'amour en fait dans l'antifragilité, parce bien que sûr. C'est ce qui permet de créer un ciment sur le fait que l'on s'impose un petit peu des choses difficiles. T'as raison de le préciser. Je t'en prie, non mais vas-y. Ouais. Bah, c'était ça, c'est-à-dire, on en revient à ce qu'on disait au début, avec l'énergie masculine, féminine, etc. On peut voir derrière les bains froids ou le sport un côté très guerrier de « je m'impose de le faire ». Et quand je suis passé sur le plateau de C8, et on embrasse Karine Arsène, le mag qui fait du bien, une de ces questions, c'était ça, c'est « Ouais, mais comment rester discipliné sur le long terme ?» Tu vois, faire les bains froids, les respirations, le sport, etc. Je dis « Mais il n'y a pas besoin d'être discipliné à partir du moment où tu fais ce que tu aimes. » C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière à l'entrée, comme dirait mon ami Idriss, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un jeu. Et les jeux, pourquoi ça marche ? Parce qu'on a envie de le faire. Et moi, j'ai envie, en fait, d'aller à la salle. Comme on a dit, c'est Disneyland pour nous. Ah ben oui, c'est un privilège. Donc, si vous pensez qu'il faut à chaque fois vous forcer, je dis pas que de temps en temps se pousser au challenge et aujourd'hui j'ai pas envie mais je le fais quand même, ce genre de mindset, je dis pas que de temps en temps c'est cool, évidemment que c'est cool, mais au quotidien ça devrait être juste, je programme en fait des trucs que j'ai envie de faire, donc peut-être que vous c'est plus la respiration, bon bah allez vers la respiration, les apnées, tout ce que vous voulez, peut-être que vous c'est plus le sport, d'autres c'est plus les saunas plutôt que les bains froids. Peu importe, en fait, on s'en fiche. Mais rentrez par la porte passion. Et une fois que vous êtes rentré par la porte passion, trouvez vos challenges. Mais c'est pas forcez-vous à faire un truc que vous aimez pas faire. Il faut que ce soit du jeu, quoi. Mais exactement. Et Jordan B. Peterson en parle très bien. Un autre podcasteur que j'aime énormément, professeur de philosophie. Il me semble que c'est à Harvard, en tout cas dans une université prestigieuse aux États-Unis, qui a un super podcast. Il a une vieille conférence, enfin un vieux cours qui a été filmé dans une salle de cours où il parle des résolutions de début d'année et il dit bien les gens, vous faites mal vos résolutions en début d'année. C'est-à-dire le 1er janvier, vous écrivez ce que vous allez vous forcer à faire.
C'est pas ça une bonne résolution. Quand tu mets une routine ou une bonne résolution, c'est programmer les choses que tu aimes faire. C'est-à-dire, tu aimes jouer du piano et tu veux devenir bon au piano. Cette année, j'apprends le piano. Il faut déjà que tu le kiffes, le fait de faire du piano. Et donc, tu vas programmer le fait de faire du piano demain à 13h. Mais parce que c'est un kiff, pas parce que c'est un truc chiant. Et généralement, les gens ils disent, bon, je veux perdre du poids. Alors, je vais faire du sport demain. Mais j'ai pas envie. Hein. Oh là là, demain à 8h, je vais faire du sport. Ça me gonfle. Là, c'est mort. Dans 3 semaines, tu le fais plus. Non, c'est mort. Ouais. De toute façon, le meilleur sport, c'est celui que tu aimes et que tu vas continuer à perdurer. Par contre, sur la thématique muscu, création intensité, parce que dans la notion d'hormèse, on amène une énorme dimension d'intensité. Moi, je conseille aux gens, en fait, d'aller dans un premier temps dans une salle de sport ou autre, d'avoir le côté ludique, je vais vers les machines, je me familiarise, je suis comme tu dis, dans le kiff. Et après, l'intensité, et pour reprendre une phrase d'un des gros maîtres à penser de Barbell, ce qu'on appelle Westside Barbell, Louis Simon, intensity is a lady you need to be introduced to. C'est-à-dire l'intensité est une jeune demoiselle dont vous avez besoin d'être présentée. Et là, vous avez besoin d'un coach sportif, quelqu'un comme Pierre ce matin qui m'a fumé, pour nous mettre un petit peu dans cette zone rouge. Commencer à compter quand ça brûle, disait le boxeur Mohamed Ali. Ouais, c'était la même phrase qu'avait dit Bruce Lee d'ailleurs. On leur demandait, faites combien de pompes? Je sais pas, je compte quand ça commence à devenir dur. Mais c'est un peu ça l'hormèse, hein, c'est-à-dire, t'as un point de bascule. René Thom, le mathématicien, appelait ça les catastrophes. C'est-à-dire qu'on croit qu'on prend le vivant comme étant statique, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que ça bouge pas. Et c'est vrai que quand je te regarde, j'ai pas l'impression que tu te dégrades et que t'es en train de mourir. Pourtant, tu vas redevenir poussière. Si je reviens dans 150 ans, il n'y a ni toi ni moi. Ouais. Si je reviens dans 10 000 ans, sans doute que ces micros aussi seront devenus poussière. Donc tout se dégrade. Tout bouge tout le temps. Tout évolue. Et René Thom a donc utilisé cette analogie du lac de montagne. C'est-à-dire, tu prends un lac entouré de montagnes et en fait, ça s'érode sans arrêt. Et puis, il va se passer une catastrophe à un moment, c'est-à-dire que le lac va se déverser dans la vallée parce qu'il aura érodé le barrage ou peu importe. Mais c'est en train de se passer maintenant. C'est juste la catastrophe qu'on va constater de visu à un certain moment, mais en fait, ça s'érodait déjà depuis toujours. Donc, il y a toujours ce processus-là qui est en place. Il faut toujours l'avoir en considération par rapport à notre dynamique du vivant. Et bref, pour revenir à la muscu, pour revenir à Louis Simons et à l'intensité, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, vous rentrez dans un processus, le seul frein qu'il va y avoir, ça va être votre mental. Donc, c'est très bien d'avoir un coach qui va être au-dessus. Moi, j'adore être coaché dans la semaine. C'est-à-dire, j'oublie ma casquette de professeur. J'arrête d'être le coach et je deviens le coaché. Et j'adore pour ça. Comme ça que CrossFit, je trouve, a donné des coups de pied dans la fourmilière de la PPG, donc la préparation physique générale. CrossFit, Greg Glassman, donc, qui a des propos qui ressemblent très fortement à Louis Simons. Eux, ils sont arrivés avec l'intensité aussi. C'est-à-dire... ok, vos protocoles, là, avec les temps de repos et tout, c'est cool, mais nous, on va faire un truc complètement hybride. Et les temps de repos, en fait, on s'en fout un peu. On fait un truc ni queue ni tête, mais vous allez voir que ça marche. Et l'intensité était le mot central. Mais toucher cette intensité-là, tout seul, surtout dans les premiers temps, c'est compliqué. C'est pas facile. Et là, Thibaudot... non, c'était pas Thibaudot, pardon. Holly Quinn. Même pas, c'était Mike Israetel, qui est un super coach aussi, plutôt côté bodybuilding, vraiment, musculation pure. Il avait un propos très, très, très pertinent, il y a peu de temps sur les réseaux. Il disait l'expérience, la surcharge progressive et l'expérience, c'est-à-dire le fait de progresser, notre fameuse hormèse, de progresser dans le temps, d'augmenter notre... force, par exemple, ou notre masse musculaire, peu importe. Ce qu'on appelle cette surcompensation positive, terme technique de l'hormèse, eh bien, dans la pratique qui est la sienne, donc la musculation, mais ça peut être n'importe quel sport, l'expérience que tu gagnes au fil du temps te permet pas de rajouter forcément des répétitions ou du poids sur ta barre, permet en fait d'aller plus loin dans l'intensité. C'est-à-dire que quand tu es débutant, souvent, même les débutants, la très grande majeure partie du temps, ils pensent bosser à leur max, en fait, ils bossent à 70%, 75% de leur intensité. Parce qu'ils ont tellement de zones d'inconnu qu'ils mettent des freins partout.
Le corps met des freins partout, le mental met des freins partout, l'esprit, tout le système nerveux veut pas y aller. Normal, il connaît pas, tu vois, ces zones de danger. Il t'envoie des warnings comme ça. C'est ça, c'est clair. Et même des signaux de douleur, tu vois, dans certaines amplitudes de mouvement, etc. Alors qu'en fait, si tu désamorces les appareils de Golgi ou certains trucs par l'habitude, en fait, tu peux voir que tu gagnes en amplitude la semaine d'après. Donc, et tu gagnes beaucoup en plus. Voilà, au niveau des tissus, c'est rien passé en une semaine. Mais tu as des trucs au niveau nerveux qui se sont déverrouillés. Et en fait, le gain en expérience te permet juste d'aller voir à 100% ce qui se passe. Donc, voilà, pour en revenir à tes propos, avoir un coach, surtout au début, c'est génial. Mais même quand on est expérimenté, de temps en temps, moi, je laisse. Je dis, vas-y, dis-moi ce qu'il faut faire. J'écoute. Moi, je m'entraîne. Enfin, là, je m'entraîne 2 fois par semaine avec un coach et je vais rajouter une autre séance perso. Mais coaching, il se met à ton oreille sur des trucs pour te mettre vraiment dans la violence pure. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, les bains froids, j'en ai fait depuis 10 ans. Mais là, au congrès, vas-y, Léo. Dis-moi comment faut respirer. Et puis, dis-moi combien de temps je reste dans le bain froid. Et je me laisse porter, tu vois. Et ça, c'est génial parce que on en revient à notre discussion de tout à l'heure, de l'introspection et de l'extéroception, de regarder un peu de manière nombriliste ce qui se passe à l'intérieur quand tu es tout seul. Et c'est génial. Mais entendez-moi bien, j'adore, c'est génial. Mais de temps en temps, tu as le coach, et puis tu mets le cerveau à côté, et il te dit quoi faire, et tu dis OK. Et là, tu es dans l'extéroception. Tu débranches littéralement. Et c'est la maladie de notre siècle, c'est que les gens débranchent pas, en fait. Et ça demande une forme d'intelligence de débrancher en ces cas. Quand tu te mets dans ton bain froid, que ton corps, il te dit, vas-y, sors. Et toi, tu es là. Tu souris comme ça, et tu essayes de trouver ce que tu disais une fois, le confort dans l'inconfort. Oui. C'est ça, l'hormèse. Ouais. Moi, j'aime bien, en fait, un exemple de Nietzsche avec le Cipo Matador. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette allégorie. Le Cipo Matador, c'est une liane, en fait, qui s'entoure autour d'arbres. Et en fait, dans son mode de fonctionnement, le Cipo Matador est amené à tuer l'arbre. Et en fait, les gens avaient un jugement sur le bien et le mal. Et Nietzsche nous dit, voilà, le Cipo Matador n'est ni bien ni mal. Il est volonté de puissance. C'est-à-dire qu'il a tendance à écraser l'arbre, il vit, c'est comme ça, c'est sa programmation. Puissance, ouais. Et l'être humain a une programmation également. Et cette programmation, au fur et à mesure des siècles, dans nos propres styles, dans cette propre force vitale, un terme qui peut faire un peu peur, elle est passée justement par du renforcement. To become harder to kill. Et ça s'est exprimé au fur et à mesure des siècles, des millénaires, par quelque chose qui pouvait passer d'un point de vue des fois moral ou non. Par exemple, là, on parle de musculation. Les gens ont toujours un point de vue assez moral, émotionnel dessus. Pareil pour l'adaptation qu'on parlait de devenir plus fort mentalement. Les gens vont étiqueter l'ensemble. Mais finalement, ce processus de The Law of the Fittest de Herbert Spencer nous intègre complètement dans ce processus. Comment s'adapter à telle et telle maladie au fur et à mesure des siècles aussi. Comment s'adapter à telle et telle toxémie. C'est quelque chose qui nous est primordial. Tu vois. D'ailleurs, j'ai eu une pensée l'autre jour quand on était au festival, au congrès du potentiel humain que tu as organisé, qui est excellent. Allez-y, si vous pouvez, inscrivez-vous. Retenez ça, je le répète, congrès du potentiel humain, inscrivez-vous. Voilà, merci beaucoup. C'est important. Non, ça vaut vraiment le coup. C'est qu'on parle toujours de toxicologie et de plantes, mais par exemple, les anciens naturaux d'époque, ils disaient, mais on va chercher des compléments alimentaires de l'autre bout du monde, mais qui me dit que l'aspect hermétique a été fait sur ces types de molécules? Qui me dit que mes ancêtres ne sont pas plus adaptés, que j'aurais peut-être plus tendance à essayer de me réadapter sur des choses qui sont locales, qui concernent un peu ma gène, mes génétiques, l'expression génétique, ou génomique, c'est le bon terme. Oui, non, mais tu as raison. On est le produit de son environnement, comme on l'a dit en off et même maintenant. L'adaptation, elle ne cesse jamais. Donc on est sans cesse... la thermodynamique nous parle des systèmes dynamiques. Donc tu as les systèmes isolés qui ne reçoivent rien de l'extérieur, système ouvert, système dynamique. Nous, on est vraiment un système dynamique dans le sens ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire qui reçoit des échanges de matière et d'énergie. Là où peut-être si on imagine un tube à essai fermé, il ne reçoit pas de matière de l'extérieur, tu mets un liquide à l'intérieur, par contre il reçoit de l'énergie, sous forme des radiations du soleil, etc. Nous on reçoit les deux constamment. Et tu as ton système nerveux, ton système hormonal, ton système osseux, tout est sans cesse en adaptation. Donc sans cesse que moi, mes ancêtres qui viennent du sud de la France, la xénohormésis, donc c'est le terme technique américain pour dire les molécules des plantes qui sont toxiques à grande dose, mais à petite dose peuvent produire des adaptations positives. Entre parenthèses, on fait tout un cas sur le curcuma en disant c'est bon pour la santé, mais
Qu'est-ce que ça veut dire bon pour la santé? Si j'en mange 3 bassines de tes racines de curcuma, mon foie, il explose. Alors, c'est bon ou c'est mauvais? C'est parce que c'est toxique à haute dose, mais bénéfique à petite dose. Si et seulement si, tu as le foie, le système digestif, etc., qui est prêt à le recevoir. Et c'était la conclusion de mon cher Pierre Etchart, mon mentor et mon ami au congrès. C'était qu'on ne mesure jamais l'hormèse. On mesure la réceptivité du terrain de la personne à un élément extérieur. On revient sur le terrain, qui est un des préceptes de base, un concept essentiel à la naturopathie. De Kuhn. Voilà. Le terrain de la personne est toujours à considérer et nous permet d'enchaîner, d'avoir une réflexion toujours sur l'individualisation. Il n'y a pas de one size fits all. Ça n'existe pas la taille unique dans le vivant. Tu as une grand-mère de 92 ans, c'est normal que tu ne vas pas lui proposer le même bain froid que le jeune gaillard de 25. Bon, on est tous d'accord. Donc pourquoi l'alimentation devrait dire que le curcuma c'est bon? Ça doit être adapté. Vous devez être adapté à cette dose, etc. Donc on en revient finalement toujours à ces considérations statiques, en fait. Où on veut, et, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, étiqueter les choses. Vous faites des bains froids, vous êtes sans doute un ancien militaire. Mais non, ma grande sœur, elle a besoin de faire des bains froids. On a tous besoin de connaître des variations de température dans notre quotidien, parce qu'on a une thermophysiorégulation. Enfin, c'est des évidences quoi, qu'on essaie de mettre en lumière, et on n'invente rien. Enfin voilà, c'était mes premiers propos au début, mais on n'invente jamais rien. Moi, je vais te donner une définition que j'adore. C'est ma définition perso de la naturo. Ah oui. Pour moi, la naturopathie est un enseignement replaçant l'individu au centre de ses besoins physiologiques et naturels. Donc, dans ces besoins physiologiques et naturels, il y a du coup ces deux faces d'une même pièce où je demande à la personne de se renforcer pour réparer, se renforcer pour réparer. Ces dynamiques que tu inclus, dont, critique un peu gratuite qu'on a fait et que je fais surtout, que les naturaux non plus. Les naturaux, ils veulent faire que de la détox, de la revitalisation. Ils sont sur des schémas qui ne prennent plus cette dynamique en compte. Voilà. Et pourtant, pourquoi ils prennent cette décision-là? Parce qu'ils ont beaucoup accès à des photocopies par rapport aux cours. Parce que quand on prend les auteurs originaux, ils étaient complètement dans cette dynamique-là. Quand je prends par exemple comme celui qu'on a parlé tout à l'heure, qui faisait écrire Georges Rouet. Oui. Georges Rouet, 1913, médecin, le gars il prenait des petits bordelais, il leur faisait faire de la musculation, des bains froids, il les foutait au soleil après. Voilà. Et il avait des chevaux, il élevait des chevaux, et ce qu'il faisait avec ses chevaux, il faisait pareil avec ses petits bordelais. Et ça marchait du tonnerre. Et quand vous relisez les vrais livres de naturaux, il y a 4 piliers. Tu disais tout à l'heure, la phytothérapie, on en fait des cours, des tonnes. Mais quand vous reprenez Marchesso, qui est quand même le pilier de la naturo en France dans les années 50, un master, il nous disait, suivant ses écrits, on nous a montré 3 et 4 techniques majeures qui font 90% du boulot. Ouais. L'aspect bromatologique qui constitue la diététique, l'alimentation, la santé mentale, l'activité physique et le 4e pilier, l'hydrothérapie. Ça, c'est 90% du travail. Le reste n'est que de la décoration, de la fioriture, on est d'accord. Surtout que l'aromathérapie, non, à la base, on utilisait en naturo pas de l'aroma, on utilisait l'herbalisme, un autre concept qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Donc, arrêtez de voir la naturopathie comme Chantal, écharpe désiguale, qui est toujours en train de se protéger à manger des petites graines. Non, la naturopathie, c'est être capable, comme faisait Pierre-Valentin Marchesso. Il arrivait à Paris après un congrès, il invitait tout le monde au restaurant et il faisait entrée, plat, dessert, bière, vin. Et il avait 65 ans, il digérait nickel. Et voilà. Ça, c'est l'antifragilité. Et bien sûr, la résilience, non, mais c'est évident. Peut-être que c'est en réaction, je te rejoins sur tous les propos que tu as eus, d'abord, mais peut-être que c'est en réaction du monde moderne que les agents stressants, on veut les exclure, parce qu'on se dit, après tout, c'est eux qui sont responsables de notre malfonctionnement, de notre mauvaise santé, etc. Donc, oui, on va mettre les pieds dans l'herbe, on va arrêter le bruit, on va arrêter les sollicitations externes, on va bien manger, etc. Et donc, j'entends bien, et je comprends bien sans doute que la naturopathie aborde la santé par ce prisme-là. Mais surtout, ne pas rester bloqué là-dedans. Y mettre le côté renforcement, y mettre cette énergie yang, y mettre tout ce qu'on a dit. Alors, c'était sans doute une évidence plus forte à l'époque de Marchesso et même avant. Et on pourrait faire la même critique avec le yoga. J'adore le yoga, ma sœur est professeure de Hatha Yoga.
Et elle fait souvent le constat que c'est rattaché à une forme de, pas de fragilité, mais ouais, de voie d'absence, en tout cas de difficulté. Alors pas du tout. Les yogis, c'est des fakirs, quoi. C'est-à-dire, ils faisaient les asanas et les respirations, tout ce que tu veux. Le froid. Ils faisaient le froid, évidemment, pour le tumo, dont on peut parler aussi, mais c'était dur, quoi. C'était volontairement dur. Comme dirait Patrice Franceschi, les voies ascendantes sont ardues par nécessité, sont joyeuses par essence, c'est-à-dire vous kiffez ce que vous faites. Par contre, c'est ardu par nécessité, parce que si c'est pas dur, il n'y a pas de croissance, hormèse, etc. Donc, vous devez garder une posture qui est difficile pendant un certain temps. C'est pas je m'allonge sur mon tapis de yoga et je me repose. Le yoga, c'est volontairement dur. Et surtout, ça ne s'arrête pas au tapis de yoga. C'est-à-dire que même mettre un tapis pour que le sol soit moins dur, sent bien que l'ancien, le vrai yogi va arriver et dire mais dégage-moi ce truc, tu vois. Pourquoi ? On est là justement pour s'entraîner. Pourquoi tu mets un truc qui rend le sol plus mou ? Et c'était un propos de Ido Portal, donc un de mes autres maîtres à penser, qui disait soft ground, soft body. Et t'as tout dit. C'est-à-dire, ben ouais, tu mets un truc mou, ben ton corps va être mou. Tu mets un truc dur, ton corps va s'adapter à quelque chose de dur. Donc, avoir cette perspective dynamique du vivant, ça nous permet de considérer finalement tout notre environnement. Et donc, tout d'un coup, on va se mettre à penser, mais c'est normal de rester assis 8 heures par jour ? Peut-être pas. C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est normal que, là, mon corps, je l'entretiens plus. Tu vois, je le fais plus bouger, je lève plus des charges lourdes, comme tu dis. C'est quand la dernière fois que j'ai couru, que j'ai sprinté. Parce que courir, ok, je vais attraper mon taxi, mais un vrai sprint, tu vois. C'est quand la dernière fois que je suis monté dans les intensités fortes et que j'ai pris une douche froide. Tout ça. Tu vois, ces réflexions de bon sens de grand-mère, finalement, on prend plus le temps de se les poser. Je sais pas quelle est ta réflexion par rapport à ce manque de temps de réflexion, tu vois, que nos contemporains n'ont plus, mais il me semble que c'est le premier constat, enfin le premier frein, c'est-à-dire il n'y a plus l'espace-temps pour réfléchir à ça. Ben, si je prends par exemple Lucie, une de nos ancêtres qui a été retrouvée, tu vois, elle marchait 60 000 pas par jour. Nous, on avait une moyenne de 3500 pas pour l'Homo economicus ici. Ah ouais. Elle avait une fois par jour un danger de vie ou de mort. Chaud, froid, nourriture. Donc, elle savait pas de quoi allait être fait le lendemain. Enfin, nous, le frigo est tout le temps plein, t'as le chauffage, voilà, tout va bien. On est en France, pays riche et tout. Elle, si le lendemain, elle avait à manger ou si elle avait un gîte, elle était la plus heureuse du monde. Nous, dès qu'on voit que c'est la crise de la conjoncture à la télé, on pète un plomb. Ouais. Alors qu'en fait, on est des enfants gâtés et par manque justement d'adaptation. Et tu regarderas tous ceux que toi, tu dois voir au quotidien qui font de leur mèse, ils ont ce côté-là, ce sont plus des enfants gâtés en fait. Ce sont des vrais adultes, quoi, des vrais hommes. Ils considèrent la chance qu'ils ont. En tout cas. Ouais. Et donc, de toute façon, c'est simple. Regarde, maintenant, on a aplati ce stress du lion qui te court après par une chronicité d'un patron qui te gueule dessus pendant 8 heures. Et les naturopathes actuels, pas tous, heureusement, mais vont amener ce côté, comme tu dis, antifragilité, enfin pas antifragilité, on supprime le cortisol, on fait en sorte d'être plus cool et tout, mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est d'être très bon dans les intensités et très bon dans la capacité de se reposer aussi. Les doubles phases de ma même pièce. C'est ça la santé. Et les gens que j'ai en consultation, j'ai beaucoup de consultations des gens qui viennent pour des hypothyroïdies, des problèmes glandulaires et autres, et ils sont trop dans l'éviction à chaque fois des choses, du chaud, du froid, de la musculation. Ils ont fait X analyses, dépensé d'argent, tellement de compléments alimentaires, mais ils n'ont pas la base de la base de la base, qui est d'avoir l'ensemble des piliers à bonne hauteur. Tout à l'heure, on parlait d'une loi, la loi du facteur minimum. Vous prenez tout sur une feuille de papier, ce qui, dans la vie, vous nourrit, le sommeil, l'activité sociale, l'amour, le sport, la musculation, mais la musculation et le mouvement, il faut vraiment dissocier les deux, le sommeil, etc., etc., etc. Et vous regardez vos facteurs limitants. Connais-toi toi-même, en fait. Et comment tu fais bouger comment tu fais bouger ta perte de poids, comment tu fais bouger ta maladie, comment tu fais bouger ta prise de masse musculaire. C'est pas en étant très bon dans une discipline avec un 10 sur 10, mais en remontant les petites notes de 2 sur 10 sur ton sommeil, sur ton lien aux autres, sur le fait que tu es en ville, en campagne, par exemple. Là, on est à Paris.
Les gars, qu'est-ce que vous essayez de faire dans une vie à Paris où vous êtes en constante adaptation? Ah ouais, non, bien sûr. Il y a bien sûr, les citadins, c'est évidemment compliqué, surtout à Paris, où le système est sans cesse en tension, et la chronicité est tout le temps là. Donc, et j'entendais des trucs, moi, qui me hérissent les poils à chaque fois. Mais je comprends, parce qu'encore une fois, il n'y a pas cet espace-temps pour réfléchir à ce qu'on entend. Je comprends que les quotidiens sont tellement chargés et les cerveaux sont saturés que même quand tu entends une aberration à la radio ou à la télé, tu remets pas en question. C'est-à-dire l'information te traverse. Tu te dis pas, nous on peut, parce qu'on s'est construit un quotidien où on a cet espace-temps de réflexion, de remise en question, etc. Donc on peut être critique par rapport à ce qu'on entend. J'entendais les pics de pollution. Tu sais, il commence à faire chaud, il y a des pics de pollution. Donc il disait aux Parisiens, si vous êtes à Paris ou dans une grande ville, ne faites pas de sport, n'allez pas courir. Mais t'es toujours en train de respirer. Tu vas pas faire une apnée de 24 heures ou de 48 heures, on est d'accord. Donc le pic de pollution, il est là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Donc pourquoi ne pas respirer pleinement et aller courir? Va courir. Parce que entre vivre dans un air pollué et rester assis, et vivre dans un air pollué et aller courir, moi je préfère aller courir. Clairement. Tu vois, on en est à ce niveau-là de non-réflexion en fait.